Mesdames, Messieurs, chers collègues, avant de débuter ce propos, je tiens à féliciter, même si elle n'est pas présente parmi nous aujourd'hui, notre collègue Nicole Sampers-Duranton, qui a été élue sénatrice le 28 septembre dernier, ainsi que l'ensemble des sénateurs normands, élus ou réélus, lors du dernier renouvellement du Sénat. Ils savent qu'ils peuvent compter sur notre collectivité pour préparer ensemble l'avenir de notre région. Comme vous le savez, j'ai souhaité que des lycéens puissent être invités à chaque séance plénière régionale pour suivre nos débats et mieux comprendre le fonctionnement de l'institution. Et donc je salue en votre nom à tous les élèves du lycée Jules Le Seine au Havre, leur proviseur, qui ne doit pas être là, mais qui s'est occupé de leur venue, Madame Catherine Fleuret, les équipes enseignantes et les personnels techniques du lycée, qui sont présents aujourd'hui et qui prépareront également le déjeuner qui vous sera servi ce midi. Bienvenue à vous, nous sommes ravis de vous avoir dans l'hémicycle. Il y a un an, presque jour pour jour d'ailleurs, j'étais élu président de la région Haute-Normandie à l'unanimité de la majorité régionale. J'avais fixé une méthode, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Et cela reste ma règle de conduite. Contre l'abstention, contre le populisme, contre l'extrémisme, je ne connais pas de meilleur antidote. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Lors de ma première intervention, le 14 octobre 2013, j'avais pris devant vous des engagements. Écoute, terrain, décision, respect de l'opposition et rassemblement de toutes les forces de la majorité. Après 12 mois passés à la tête de l'exécutif régional, ces principes guident toujours mon action. Je voudrais rappeler ici quelques éléments passés, récents, mais qui me semblent importants pour l'avenir. D'abord, la bonne gestion. J'avais, sur ce point, indiqué ma volonté de m'inscrire dans les pas d'Alain Leverne en veillant à gérer d'une façon extrêmement sérieuse l'argent public que nous ont confié les Hauts-Normands. Pourquoi ? Parce que chaque euro public doit être un euro utile. Et nul besoin de vous rappeler l'état des finances du pays, la façon dont la dette, le déficit national ou encore le solde du commerce extérieur ont évolué depuis 2002. Notre région, elle, reste l'une, si ce n'est là, en tout cas l'une des mieux gérées de France. Et c'est essentiel pour l'avenir. Comme le détaillera aujourd'hui Marc-Antoine Jamet, notre dette est maîtrisée, nos finances sont saines et surtout, notre niveau d'investissement est élevé. Et je crois profondément que ceux qui opposeraient bonne gestion et ambition se tromperaient. Que ceux qui disent parfois que la région n'investirait pas suffisamment passent également à côté de la réalité. Car c'est grâce à notre gestion extrêmement sérieuse des deniers publics que la région est aujourd'hui capable de maintenir le niveau d'investissement le plus élevé de toutes les collectivités publiques normandes. Un peu moins de 400 millions d'euros d'autorisation de programme nouvelle en 2014. Et c'est parce que notre région reste aujourd'hui l'une des mieux gérées de France qu'elle est aussi, et de loin, ce premier investisseur public. L'investissement, justement, au-delà de notre action, je pense notamment en matière économique, je pense à Lucibel, à Hercel, à Isopla, à Silinx, à Copirel, à Manoir Industrie, à Compin, à Nutricet. Au-delà de cela, je me suis engagé, nous nous sommes engagés pour le développement de la vallée de la Seine. Et souvenez-vous, dès novembre dernier, je réunissais ici tous les partenaires, élus de tous bords, et c'est un atout, acteurs de la société civile, pour signer ensemble une lettre au Premier ministre indiquant notre attente, je cite, qu'à ce projet, la vallée de la Seine, d'intérêt national, corresponde une ambition nationale, portée
par des moyens budgétaires supplémentaires et spécifiques de l'État. Je ne me suis pas engagé pour un énième rapport sur la vallée de la Seine. Honnêtement, il y en a déjà beaucoup, et leur intérêt est souvent inversement proportionnel à la renommée de leurs auteurs. Non, je me suis engagé pour que nous obtenions un plan d'action concrète, ce que j'ai appelé un véritable contrat de plan interrégional, un CPIER, qui ne vienne pas se substituer aux contrats de plan régionaux, mais qui soit un vrai plus, une prime en quelque sorte, à notre engagement pionnier vers la mutualisation, le rassemblement des forces pour une meilleure action publique. Car nous avons, plus que d'autres territoires, fait ce choix du rassemblement, de la mutualisation, il y a déjà longtemps. Et nous attendons dès lors un soutien de l'État. J'ai plaidé cette cause lors de mon entretien avec le Premier ministre il y a quelques semaines. Celui-ci m'a confirmé l'intérêt que porte le gouvernement à notre projet. Il a reconnu que la vallée de la Seine, avec ses ports, son tissu économique, industriel, touristique, son patrimoine exceptionnel, sa façade maritime, notre territoire est un territoire stratégique pour le pays. Et il a décidé un effort national particulier à travers un contrat de plan interrégional État-région. Tout comme pour le CPER, le contrat de plan régional, les préfets recevront leur mandat de négociation dans les tout prochains jours. Il faut donc, à cette heure, être encore patient et prudent. Et certes, ce n'est un secret pour personne, les enveloppes seront sans doute plus modestes que sur la période précédente. Et chacun sait bien que l'argent public est rare. Mais le principe d'un CPIER, en plus d'une prime, est d'ores et déjà acté. Et je voudrais que chacun se pose cette question. Qui aurait parié, il y a un an, lorsque nous nous engagions dans cette voie, que la vallée de la Seine bénéficierait d'un véritable contrat de plan à part entière et d'un engagement spécifique de l'État sur ce sujet. Cette bataille de la vallée de la Seine, nous, et je dis bien nous, car il s'agit de rassemblement, nous sommes en train de la gagner. Au chapitre des grands projets, le dossier de la ligne nouvelle Paris-Normandie avance. Les premiers comités territoriaux se sont réunis dernièrement à Rouen, à Évreux, et j'ai tenu à y participer dans les deux cas. Et surtout, près de 100 millions d'euros sont d'ores et déjà engagés pour financer à la fois les études nécessaires, mais également pour réaliser les premiers travaux dans le cadre du prolongement du RER Éole à l'est de Mantes-la-Jolie, et cela nous affecte directement. J'avais dit que la région serait au rendez-vous de cet investissement majeur, et c'est le cas. Au-delà des grands projets, l'investissement passe par les territoires, et la région ne fait jamais seule, elle fait toujours avec les territoires. Depuis 8 mois environ, avec les présidents des 2 départements de l'Eure, Jean-Louis Destan, et de la Seine-Maritime, Nicolas Rouly, nous allons à la rencontre des élus, des responsables associatifs, des chefs d'entreprise, pour déterminer ensemble les priorités de la nouvelle contractualisation 2015-2020, pour les traduire en projets concrets, en veillant à structurer, à prioriser, à hiérarchiser. Cette concertation sera bientôt achevée et partout, les territoires, aujourd'hui, travaillent. Et je veux saluer ici, là encore, le sens de l'intérêt général de nos élus locaux, quels que soient ces élus et quels que soient ces territoires. L'ensemble de ces avancées régionales qui ont rythmé ces derniers mois s'inscrit dans un contexte national, comment le dire de manière à la fois aimable et pudique, en pleine évolution. Le projet de loi sur la clarification des compétences des collectivités est inscrit au débat parlementaire dans les prochains mois. Cette nouvelle étape de la décentralisation, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer lors de notre séance plénière de juin dernier, doit aboutir à plus de clarté, de simplicité
d'efficacité de l'action publique, tout en préservant les services publics auxquels nous sommes attachés. Des collectivités plus fortes, plus efficaces, une fiscalité plus démocratique. Tels sont les enjeux que nous avons rappelés, avec tous mes collègues, à l'unanimité d'ailleurs, des présidents de région, au Premier ministre lors du congrès des régions la semaine dernière. L'autre projet de loi, celui qui prévoit le regroupement des régions, et en particulier, bien sûr, le regroupement de la Basse et de la Haute-Normandie, a passé la première lecture au Parlement cet été. La deuxième débute bientôt, et nous verrons si tous les parlementaires qui affirment vouloir la Normandie et la clarification des compétences des collectivités territoriales auront le sens des responsabilités que j'appelle de mes vœux nécessaires pour mettre en conformité leurs actes, c'est-à-dire leurs votes, avec leurs paroles. Et l'histoire retiendra, au-delà des paroles, que c'est la gauche, oui, c'est la gauche, qui fait aujourd'hui la Grande Normandie. Je l'ai dit, notre région est pionnière en matière de décentralisation. Rassemblement autour de la vallée de la Seine, 276, coopération interrégionale multiple. Notre démarche préfigure la fusion. La réforme territoriale est donc, pour nous, peut-être plus que pour d'autres territoires, plus une évolution, certes importante, substantielle, qu'une révolution. Les services régionaux, hauts et bas normands, travaillent d'ores et déjà ensemble à un point qui est important, qui concerne l'harmonisation comptable nécessaire pour que puisse être adopté, début 2016, quel que soit d'ailleurs le nouvel exécutif, le premier budget unique de cette nouvelle région, si la loi est effectivement votée et adoptée. Ce travail technique, administratif, est difficile et je veux en remercier les services régionaux. Et il était nécessaire de l'entamer dès maintenant. Avec mon homologue de Basse-Normandie, nous avons saisi, et ce dès la fin du mois de juin, les Césaires normands, les deux ensemble, je salue le président Gérard Lissot, afin de travailler sur les coopérations existantes, qui sont nombreuses, et sur les politiques communes qui pourraient faire l'objet, graduellement, d'un rapprochement utile. Leurs travaux seront rendus à la fin de l'année et nous disposerons ainsi d'une base documentée, étayée, d'un référentiel d'une certaine façon, et c'est indispensable, pour les débats que nous aurons immanquablement ensuite, dès le début de l'année 2015, entre élus régionaux, certes, ainsi, je le souhaite, qu'avec les autres élus locaux. Mais au-delà des débats entre élus, qui sont importants, j'ai une conviction profonde qui, je pense, sera partagée. La Normandie ne se fera qu'avec les Normands. Et depuis mon élection, j'ai multiplié les rencontres avec nos concitoyens à l'occasion de réunions publiques à Yvetot, à Saint-Valery-en-Caux, à Serquigny, à Gaillon, à Val-de-Reuil, à Elbeuf vendredi prochain, sur l'avenir de notre région, sur la réforme territoriale, sur la fusion des Normandies, sur toutes ces questions. Et je poursuivrai ce travail dans les semaines à venir. Nous avons également décidé, avec Laurent Beauvais, qu'un site Internet mutualisé à l'échelle normande soit mis en ligne prochainement pour permettre à tous nos concitoyens qui souhaitent contribuer au projet normand de le faire. Ce projet, même s'il est évidemment trop tôt pour en arrêter le détail, il me semble qu'il pourrait s'organiser autour de 3 grands axes qui, je crois, doivent pouvoir faire consensus. Le premier, c'est l'excellence normande, le développement économique et industriel, durable, appuyé sur nos atouts, cet or bleu que constitue notre façade maritime, les énergies marines renouvelables, notre ressource halieutique, à condition de bien la gérer. Nos pôles d'excellence autour de l'aéronautique, de la chimie, de la santé, de l'automobile du futur, de l'électronique, de la logistique et du portuaire. Je pense à Aropa, bien sûr, mais aussi à Port-Normand Associés, à Cherbourg, à Dieppe.
autour des énergies et des filières vertes, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le deuxième axe, c'est le rayonnement normand, autour de la culture, du patrimoine, dans toutes ses dimensions, du tourisme, bien sûr, car du Mont-Saint-Michel au Château d'Eu, du centre-ville du Havre à Giverny, la Normandie est mondialement connue. C'est un atout formidable, à nous d'en tirer parti. Et je réunirai d'ailleurs les acteurs touristiques prochainement avec les élus concernés pour élaborer ensemble un plan d'action qui déclinera un certain nombre de mesures permettant de répondre à cette priorité majeure, je pense au tourisme, pour notre région. Troisième axe, les solidarités. Dans la Grande Normandie, 1 + 1 doit faire plus que 2. Et le débat, c'est logique, se focalise aujourd'hui sur la question de la capitale. C'est compréhensible, toutes les régions du monde ont une capitale, et c'est évidemment un enjeu important. Mais c'est en même temps réducteur, car au-delà de sa métropole, qui est une locomotive pour toute la région, notre territoire est fait de territoires multiples, divers, riches, et notre grande région, et c'est en cela une de ses spécificités, aura besoin demain de toutes ces énergies, de tous ces territoires, de toutes ces forces. Et donc dans cette grande région, l'équilibre des territoires, la solidarité entre les territoires, j'ai parlé des contrats de pays par exemple, j'ai parlé de l'importance des grandes agglomérations pour notre territoire. Cette solidarité sera primordiale. Et je me battrai, je souhaite que nous nous battions en tout cas, pour que tous les territoires soient d'abord respectés et valorisés dans la future Normandie. Quelques mots pour finir sur les dossiers de la séance plénière qui nous réunit aujourd'hui. Dès mon élection, j'avais indiqué notre cap, notre horizon stratégique, ce que j'appelle l'éco-région. Et nos efforts en faveur de la transition énergétique, pourvoyeuse d'emplois durables, d'activités, se sont poursuivis et amplifiés au cours de ces derniers mois, en atteste, même si c'est évidemment anecdotique, mais je veux quand même le souligner, le trophée de l'innovation que nous avons reçu, notre région, au Congrès des régions de France, à Toulouse, dans la catégorie développement durable, transition énergétique. Et nous allons soumettre, je le dis aujourd'hui, au vote de l'Assemblée, lors de cette séance, un ensemble de mesures qui démontrent, une fois de plus, notre ambition éco-régionale. Un plan air-climat-énergie, à bien des égards exemplaires, que présentera Véronique Bérégovoy. Une politique volontariste pour l'accompagnement du secteur agricole, pour le soutien à la filière bois, ce sera porté par Claude Taleb. La préservation de la biodiversité, bien sûr. Mais nous allons aussi, Hélène Ségura en parlera, nous engager pour lutter encore plus efficacement, plus fort, contre le chômage des seniors. Nous avons fait beaucoup sur le chômage des jeunes ces 12 derniers mois, et il faut maintenant avancer aussi sur ce fléau-là. Pour accompagner l'enseignement supérieur et la recherche, pour investir encore davantage dans la culture. Au-delà de nos opinions, nos divergences politiques, je veux croire que ces sujets, qui sont des sujets d'intérêt général pour notre territoire, puissent nous rassembler. Mes chers collègues, l'année qui s'achève fut riche en changements, en évolution. Mais finalement, ce qui nous attend est peut-être plus grand encore. La réforme territoriale ouvre de nouvelles perspectives, certains diront de nouveaux défis, et, pourquoi le nier, de nombreuses incertitudes, mais c'est finalement assez logique, compte tenu de l'ampleur des évolutions engagées, de nombreuses incertitudes demeurent. Alors dans un tel contexte, il y a toujours un choix possible. Nous pourrions choisir de poser le stylo, de baisser les bras, d'attendre, on peut toujours attendre, que la poussière retombe, que les choses soient définitivement stabilisées. J'affirme pour ma part que notre région ne peut pas attendre, que notre région a besoin aujourd'hui d'action, de force, d'énergie,
d'investissement, de décision. Et c'est pourquoi j'ai décidé, avec vous, d'engager dès à présent notre collectivité sur la voie du progrès. Je vous remercie.